Salut à tous, Gordon Hayward est un Celtics, ça y est, c'est enfin confirmé après 2 pas en avant, 2 pas en arrière, et des rumeurs confirmées, démenties, infirmées, puis reconfirmées. Gordon Hayward est finalement annoncé comme ayant signé aux Celtics. Enfin, un joueur transfuge de la conférence Ouest, un joueur calibre All-Star transfuge de la conférence Ouest vers la conférence Est. Ça va pas rééquilibrer les deux, mais au moins, la ruée vers l'Ouest s'interrompt pour le cas Gordon Hayward qui arrive donc aux Celtics. Je vous propose bien entendu une petite vidéo d'analyse. L'objectif, c'est pas d'analyser complètement en profondeur cette équipe des Celtics parce qu'il y a encore des mouvements à réaliser. Donc ça serait peine perdue, mais c'est de vous présenter en quoi l'arrivée de Gordon Hayward du côté de cette équipe des Celtics est une bonne affaire ou une mauvaise affaire. On verra ça à la fin de la vidéo. Et puis, en quoi ça peut être un recrutement pertinent ou non pour les Celtics. Alors, il faut s'attendre à voir Gordon Hayward en vert la saison prochaine. C'est la réunification. C'est la réunification de Gordon Hayward et de Brad Stevens. Parce que Stevens était en université à Butler, le coach de Gordon Hayward. Et bien, ils ont eu un beau parcours ensemble, hein. Ils ont été au Final Four. Ils n'ont pas gagné le titre universitaire, mais ça marchait bien à l'époque. Donc Hayward n'arrive pas en terrain connu avec coach Stevens. Il arrive dans une équipe qui est très très bien gérée. Et ça a été incontestablement un des facteurs de sa décision. Donc Gordon Hayward a finalement été signé en tant qu'agent libre qui a donc signé pour 4 ans et l'utilisation de 30% du cap, c'est ce qu'on vous avait présenté dans la vidéo d'analyse sur le salary cap. Donc Gordon Hayward a utilisé cette option-là, donc il sera le joueur le mieux payé de l'équipe la saison prochaine. Et après le recrutement de Al Horford, l'été dernier, les Celtics continuent d'assembler les pièces d'un puzzle qui commence effectivement à être vraiment intéressant. Les Celtics, ils avaient tout juste l'argent disponible pour faire cette offre-là à Gordon Hayward. Tout s'est bien goupillé parce qu'après le recrutement de Hayward, regardez, ils sont tout pile aux limites du salary cap, donc ça se goupillait vraiment extrêmement bien. Il leur reste maintenant, une mid-level exception pour les équipes qui ne payent pas la taxe, donc 8 millions et une biannual exception. Il leur reste ça de disponible, 2 exceptions pour aller compléter les différents éléments du roster. Et puis il y a encore le cas de Jerebko, éventuellement à prolonger. Il n'y a plus d'intérieur aux Celtics, donc vraisemblablement il sera prolongé. Et puis il y a aussi le cas de notre compère, le patriote Gershon, qui n'a toujours pas signé son contrat du côté des Celtics, qui était en Chine la saison passée. Ce qu'il va signer cet été, c'est vraisemblable parce que Boston a besoin d'intérieur. Donc voilà, encore quelques pistes à explorer. C'est pour ça que je vous dis l'été n'est pas fini. En récupérant Gordon Hayward, cette équipe des Celtics récupère quand même un joueur qui a un simple rating à plus 11. Donc j'aime bien aller sur cette stat. C'est sur 82games.com, vraiment, pour en un clin d'œil, avoir la notion d'impact que peut avoir un joueur. Donc vous voyez qu'à plus 11, Gordon Hayward est un joueur qui a vraiment eu beaucoup d'impact la saison passée, qui a beaucoup contribué au succès de son équipe du Jazz. C'est un joueur qui, avec les années, a gagné vraiment en efficacité et qui est devenu un super ailier. Un super poste 3 et éventuellement un shooting guard quand il était décalé sur le poste numéro 2. Il sort d'une saison, vous voyez, à 22,2 de PER, donc énormément de productivité, sa meilleure saison en carrière, et pratiquement 60% de réussite au tir réel, donc vraiment un joueur qui est dans l'efficacité. Un win share à 10, c'est vraiment beaucoup. Utah a gagné pas mal de matchs la saison passée, mais il a vraiment contribué au succès d'Utah, il a fait gagner son équipe, si vous voulez, et quand vous regardez son impact sur la feuille de match, bien entendu, il y a un impact offensif marqué, avec un plus 4 sur la feuille de match en offensive box score plus minus, et une situation à étal défensivement quand il était sur le terrain. Donc ça veut dire
que ça n'est pas un excellent défenseur, c'est clairement plus un attaquant qu'un défenseur, mais quand il est sur le terrain, défensivement, il fait le boulot. Il ne pénalise pas son équipe comme pourrait pénaliser un Carmelo Anthony ou un J.R. Smith, qui sont pour le coup des exemples de défenseurs faibles. Alors, toujours très compliqué d'évaluer individuellement le niveau de défense. Aucune stat ne le présente clairement. Il faut en recouper plusieurs. Mais l'idée, c'est que globalement, Hayward n'est pas un mauvais défenseur. Voilà globalement où on peut en venir. Sa force, on l'a dit, c'est l'attaque. Et regardez la shooting chart. Regardez la shooting chart. Il y a énormément de rouge. Énormément de réussite au-delà de la ligne à 3 points. On est très au-deçà des moyennes NBA, notamment dans l'axe panier-panier et à 45 degrés, également dans les coins. Et on a tendance à l'oublier du côté de chez Gordon Hayward, mais d'excellentes qualités de finition près du cercle. C'est un joueur qui est très fort en finition près du cercle. Et ça, c'est toujours bien quand dans votre effectif, vous pouvez compter sur un joueur qui, dans les deux endroits du terrain où c'est le plus rémunérateur en termes d'efficacité de points par possession, donc la ligne à 3 points et les lay-ups, c'est toujours bien d'avoir un joueur qui peut exceller dans ces compartiments-là. Et puis quand vous superposez par rapport, vous voyez, à la shooting chart des Celtics, eh bien on retrouve chez Hayward cette belle adresse des Celtics, notamment dans les postes de l'ailier et dans le corner, et puis il vient très clairement renforcer l'équipe pour ce qui est des qualités de finition près du cercle. On va développer ça un petit peu plus tard, vous allez voir, c'est explicite. Cette équipe des Celtics, justement, elle sort de quoi ? Elle vient de faire quoi cette saison passée ? Elle a fait une saison tout à fait correcte. Malgré le fiasco des finales de conférence, les Celtics ont fait une saison tout à fait correcte et ils montent d'année en année en intensité. C'était la 8e meilleure attaque de la NBA et c'était la 12e meilleure défense la saison passée. Et ce qui est étonnant, moi ce qui me fascine, c'est qu'en étant ni dans le top 7 en attaque, ni dans le top 7 en défense, eh bien ces Celtics, ils arrivent à être dans le top 4 de la NBA la saison passée. Donc cette équipe des Celtics, c'est une équipe qui a fait sa force en étant moyen partout. Ils n'ont pas vraiment de points forts, mais à contrario, ils n'ont pas vraiment de points faibles, et c'est cette capacité à être super polyvalent, à être vraiment un couteau suisse avec plein de lames, plein de cordes à son arc, qui a fait le succès de cette équipe des Celtics. Boston, qui la saison passée tirait énormément à 3 points. On a un petit peu tendance à l'oublier, mais les Celtics, la saison passée, ils avaient un volume d'utilisation du tir à 3 points qui a été absolument colossal. On était pratiquement au niveau d'une équipe comme les Rockets ou comme les Cavs qui bombardaient massivement à 3 points. La seule problématique côté Celtics, c'est qu'on tirait énormément à 3 points, mais voyez qu'on n'avait que le 2, 4, 6, 8, 10, 12, que la 14e adresse à 3 points de la ligue. Donc on était dans du quantitatif, mais pas vraiment dans du qualitatif. Mais vous allez me dire, attends Blight, regarde les Rockets. Ils étaient encore moins adroits que les Celtics, et ça leur a pas empêché de faire une super saison et d'être l'une des meilleures attaques de la ligue. C'est pas faux. Mais il y avait un petit souci du côté des Celtics, c'est qu'on bombardait massivement au-delà de la ligne, avec une adresse moyenne, et on était en plus extrêmement mauvais au rebond offensif. Seulement la 25e équipe de la ligue au rebond offensif. Là où les Rockets étaient 10e au rebond offensif. Et ça change tout. Ça change tout parce que quand vous bombardez massivement sans être adroit, vous manquez plein de tirs. Donc, potentiellement, vous générez plein de rebonds. Et si vous êtes très bon au rebond offensif, eh bien, dans un cas sur 3, dans un tir manqué sur 3, vous récupérez un rebond offensif et vous avez une autre opportunité de marquer. Et du coup, sur la même possession, malgré un tir manqué, vous pouvez quand même aller chercher des points. Ce qui n'était pas le cas des Celtics. Ils n'avaient pas cette capacité à aller prendre des rebonds offensifs, à avoir des paniers en deuxième chance, et donc minimiser leur maladresse par des secondes chances qui se multipliaient. Et c'est ça qui a pénalisé l'attaque des Celtics et qui a beaucoup moins pénalisé l'attaque des Rockets. Si on s'intéresse maintenant dans le détail aux différentes composantes dans la sélection de tirs de cette équipe des Celtics, voyez qu'en catch and shoot,
eh bien, ça confirme ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'adresse à 3 points, donc dans les réceptions tirs, les Celtics, pareil, ils étaient dans le ventre mou de la ligue. Ça n'était pas une superbe équipe d'adresse sur les catch and shoot. Et c'est dommage, parce que cette équipe de Boston, elle a un collectif extrêmement bien huilé, le ballon circule bien, il y a des bons renversements, il y a donc de bonnes opportunités de déclencher des tirs, mais faute d'adresse, eh bien, Boston n'arrivait pas à maximiser ces tirs complètement ouverts générés par la bonne attaque, et il n'arrivait pas à trouver un très bon rendement. Je vous renvoie d'ailleurs vers toutes mes vidéos d'analyse que j'ai pu vous faire durant les playoffs ou dans la fin de saison régulière où on décortiquait des séquences d'attaque de cette équipe de Boston, et j'arrêtais pas de vous présenter des stats où les Celtics avaient une quantité absolument colossale de tirs complètement ouverts qu'ils n'arrivaient pas à convertir en points, ils n'arrivaient pas à sanctionner sur ces tirs ouverts. Pour ce qui était des pull-up shooting, donc c'est les tirs en sortie de dribble. Je suis en train de dribbler, je me décale, je tire. Idem. Les Celtics étaient dans le ventre mou de la NBA, ils étaient loin d'être dans le top 10, une équipe moyenne dans les tirs en sortie des dribbles. Et puis si on regarde les drives, donc c'est j'attaque le cercle et je vais finir fort près du cercle, en lay-up ou à 1 ou 2 mètres du panier dans la raquette. Eh bien c'est pareil, les Celtics étaient dans le ventre mou de la NBA, relativement maladroits pour ce qui est des drives. Et quand vous regardez l'ami Gordon Hayward, dans ces 3 compartiments-là, eh bien, ces réussites individuelles, que ce soit en catch and shoot, en pull-ups ou en tir près du panier, eh bien, ils sont très au-deçà des moyennes des Celtics sur la saison passée. Et regardez notamment à 3 points sur les catch and shoot et sur les pull-ups, on a un joueur qui arrive avec du 40% de réussite au tir. Donc cette problématique d'efficacité en attaque, notamment sur les lay-ups et sur les tirs de loin, eh bien elle est gommée avec l'arrivée de Gordon Hayward, et ça c'est une très bonne nouvelle pour la productivité, pour le rendement offensif de cette équipe des Celtics. Et puis il y a une autre chose qui est très très intéressante à soulever, c'est que les Celtics et le Jazz faisaient partie la saison passée des 2 équipes qui produisaient le plus de passes, qui avaient la meilleure circulation du ballon dans leur jeu d'attaque. Donc, la façon dont existait Gordon Hayward en attaque la saison passée avec Utah, eh bien, est très facilement transposable dans le jeu d'attaque bien huilé et collectif des Celtics, et la capacité d'Utah à créer des bonnes situations pour permettre à Hayward de déclencher des bons tirs, eh bien vous allez le retrouver du côté des Celtics. Donc Hayward arrive vraiment en terrain connu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand il arrive aux Celtics, parce que ça va ressembler beaucoup à ce que coach Snyder proposait du côté d'Utah. Alors je vous le disais, très compliqué de trouver des stats qui sont relativement pertinentes sur la défense individuelle. On a vu que Hayward ne pénalisait pas son équipe quand il était sur le terrain défensivement. C'est pas non plus le stopper défensif de l'année, mais c'est un joueur qui fera le boulot défensivement. Donc les Celtics ne se pénalisent pas, si vous voulez, défensivement en le recrutant, et c'est bien parce que les Celtics étaient déjà relativement bons en défense, donc il faut pas gagner en attaque ce qu'on perd en défense. Là, ça ne sera pas le cas. Si on regarde cette stat, le tracking de la défense, eh bien, vous remarquez que les adversaires directs de Gordon Hayward, eh bien, voyaient leur pourcentage direct dès lors qu'ils affrontaient l'ailier d'Utah et l'équipe d'Utah, eh bien, très sérieusement diminué, jusqu'à moins 3,5% de points de pourcentage. Alors, tout n'est pas imputé à Gordon Hayward, c'est une dynamique collective. Utah était une très bonne défense, donc c'est normal que les adversaires directs voient leur pourcentage baisser, mais c'est toujours intéressant de regarder dans le détail que, eh bien, pour les adversaires directs de Gordon Hayward, il n'y avait pas de pénalité dans les qualités de défense. Alors, là où, par contre, du côté des Celtics, on a un petit souci. C'est que l'arrivée de Gordon Hayward, magnifique, renfort de qualité, je viens de vous le présenter pour toutes les raisons évoquées précédemment. On a maintenant par contre un petit problème du côté des Celtics, et c'est pour ça que je vous dis l'été va être encore long et il faut attendre de voir Boston réaliser encore quelques mouvements, c'est qu'on a un effectif qui est relativement déséquilibré. On a maintenant Gordon Hayward, Jay Crowder, Jaylen Brown et
Jason Tatum pour ce qui est du poste de l'ailier. Et les Celtics ont perdu à l'intersaison Amir Johnson, qui est parti aux Sixers. Ils ont coupé Tyler Zeller. Sa dernière année de contrat n'était pas garantie, donc ils l'ont coupé là début juillet pour ne pas avoir à le payer. Donc il ne fait plus partie de l'effectif. Et ils ont dû renoncer au droit de free agent de Kelly Olynyk. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les contrats et le salary cap pour comprendre de quoi il s'agit. Donc Olynyk, vraisemblablement, va signer ailleurs. Les Celtics ont décidé de ne pas le prolonger. Ils peuvent toujours le signer, mais c'est peu probable. Donc on se retrouve du côté de Boston avec à l'intérieur, finalement, plus que Al Horford, Zizic, et éventuellement Jerebko si Jerebko est prolongé. Et ça fait vraiment très très peu, c'est très très faible. Donc, il faut s'attendre à ce que Jay Crowder, qui n'a pas un énorme contrat et qui est un vétéran confirmé, donc qui est un joueur qui peut intéresser plein d'équipes, il faut s'attendre à ce que Jay Crowder soit utilisé en monnaie d'échange pour récupérer un intérieur. Alors, il n'y a pas grand-chose de disponible sur le marché. Il n'y a pas énormément d'intérieurs qui pourraient intéresser... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pourraient proposer un intérieur qui, sur le plan salarial et sur le plan de l'impact, pourrait intéresser cette équipe des Celtics. Alors il y a une possibilité, c'est par exemple aller toquer à la porte des Blazers. Ils ont pas mal d'intérieurs et pourquoi pas faire Jay Crowder contre Ed Davis. C'est pas génial, mais les Celtics, ils n'ont pas le choix là. Il faut qu'ils aillent piocher dans ce qu'il y a de disponible. Donc, faut s'attendre à ce que les Celtics montent un trade impliquant Crowder, plus pourquoi pas un tour de draft pour faire monter un peu les enchères et récupérer quelque chose de meilleur, mais très clairement, là, il faut signer des intérieurs. Il faut signer des intérieurs pour renforcer tout ça. L'arrivée de Gordon Hayward permet à Jason Tatum, permet à Jalen Brown de continuer de se développer tranquillement. L'année prochaine, Avery Bradley et Isaiah Thomas sont en fin de contrat, ils sont free agent. Bradley va demander beaucoup, sans doute plus de 20 millions la saison. Peu vraisemblable que les Celtics le conservent, sachant qu'ils vont offrir le max à Thomas. Donc Bradley va vraisemblablement partir et on peut très bien imaginer Gordon Hayward qui est décalé en 2. Ça se passait très souvent l'année dernière avec Utah quand Joe Johnson jouait en 3. Et vous avez sur le poste 3 eh bien, soit Jalen Brown, soit Tatum qui est titularisé. Et l'équipe peut continuer comme ça. Donc l'avenir n'est pas incertain. Je vous le disais, un Tyler Zeller coupé avant que son contrat soit considéré comme garanti. Et puis Olynyk laissé vacant. Donc on l'a vu, il reste un peu plus de 10 millions en exception du côté des Celtics pour aller piocher à la free agency, en plus du montage d'un trade qui impliquerait Jay Crowder. Alors il reste quoi en intérieur à la free agency? Il reste pas grand chose, mais il reste quand même des joueurs relativement intéressants que cette équipe des Celtics pourrait signer. Il reste Dwayne Dedmon, qui a fait vraiment un excellent boulot du côté des Celtics et qui pourrait être un bon intérieur role player pour Boston. Il reste Pau Gasol. Vraisemblablement, il va prolonger aux Spurs, mais après tout, il est agent libre non restreint, il peut aller où il veut. Donc pourquoi pas Pau Gasol. Il reste Javal McGee, qui a fait une super saison du côté des Warriors. Les Warriors, ils ont explosé leur salary cap. Si McGee demande un petit peu trop, eh bien, peut-être que les Warriors ne vont pas le conserver. Il reste éventuellement Andrew Bogut. Sa fin de carrière est compliquée, mais il est là. Donc s'il se refait une santé, il peut être un joker intéressant. Il reste Alex Len, que les Suns ont choisi de ne pas garder. Et ça pourrait être une bonne pioche quand même, c'est un jeune joueur, s'il ne demande pas trop, pourquoi pas. Donc, l'arrivée de Gordon Hayward, pour résumer, très bonne nouvelle, ça apporte de l'efficacité offensive à cette équipe des Celtics qui en avait cruellement besoin. Maintenant, il va falloir surveiller les derniers mouvements de Danny Ainge durant cette intersaison, durant cet été 2017, parce qu'il y a un rééquilibrage à faire. L'équipe est déséquilibrée et il y a un rééquilibrage à faire. Les Celtics peuvent choisir de jouer small ball, mais il leur faudra quand même à un moment des intérieurs qui vont pouvoir aller chercher du rebond. Parce que l'une des grosses faiblesses des Celtics, souvenez-vous, c'est le rebond. C'est une équipe très 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 faible au rebond, l'une des plus mauvaises équipes de la ligue. Et Gordon Hayward, même si sur son poste d'ailier c'est un bon rebondeur, il ne permet pas de compenser cette faiblesse-là. Donc il y a quelques mouvements encore à opérer et on verra
à l'issue de cet été, à la fin de la free agency, qu'est-ce que cette équipe des Celtics a réussi à récupérer, et si ils arrivent à piocher 2-3 role-players de qualité et que tout ça fait un groupe homogène, cette équipe de Boston sera vraiment à surveiller la saison prochaine, d'autant plus que l'Est est extrêmement faible et que ça va se résumer à Cavs, Celtics, Wizards, Bucks et un petit peu de Raptors. Donc on suivra ça de très près. Bonne fin d'été à tous. Bon match à tous.